Aujourd'hui, le système de santé, il n'est plus du tout le système de santé qui produit le meilleur soin, je préfère dire les choses comme ça, au monde. Je dis, moi, je paye plus en tant que patient, je suis moins remboursé. Je dis, on se moque de moi. Puis au niveau individuel, il est dépassé très largement. C'est un système de santé qui est globalement pas si mauvais pour la moyenne, mais en tant qu'individu, on n'a plus le soin de meilleure qualité au monde, loin de là. C'est à peu près 7 300 $ par an, par habitant. Avec quelle efficience? Ils produisent du soin passable. En gros, c'est un peu du low cost de la médecine. Mais en termes de production de travail, probablement que les médecins aujourd'hui travaillent moins qu'avant. La caractéristique du système de santé français, c'est qu'il est resté ultra collectif. Et c'était une belle idée, mais en tout cas, c'est plus possible de continuer comme ça. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est dire la vérité. On ne résoudra pas le problème des déserts. Tu penses que c'est plutôt une crise conjoncturelle ou c'est un vrai problème profond du système? Donc, en réalité, la collectivisation de la dépendance, personne de sérieux ne peut y croire. Les gens n'ont pas de plus en plus de maladies chroniques, c'est juste qu'on détecte beaucoup plus tôt les processus physiopathologiques. J'élargirais les compétences des acteurs complémentaires. Je commençais à se préparer à assurer vraiment du risque santé. Combien on est prêt à payer et pour financer quoi? Longtemps érigé en référence, le système de santé français vacille. Les professionnels s'épuisent, les patients s'inquiètent et les décideurs tâtonnent. Tous constatent, avec des grilles de lecture différentes, que le modèle historiquement performant montre aujourd'hui ses limites et doit être repensé. Pour décrypter la situation, j'ai invité le docteur Martin Blachier, qui est épidémiologiste, et avec qui on va revenir sur les causes profondes de cette crise et envisager les solutions. Bienvenue dans ce nouvel épisode du Néphro Social Club, un épisode hors série dédié au système de santé, qui sera disponible sur toutes les plateformes de podcast audio et en vidéo sur YouTube. Allez, c'est parti, on va discuter du système de santé avec le docteur Martin Blachier. Salut Martin. Salut. C'est un grand plaisir pour moi de te recevoir aujourd'hui. Pour ceux qui ne te connaissent pas, donc tu es médecin spécialisé en épidémiologie et tu es présent dans les médias depuis la crise Covid où à l'époque tu as analysé l'évolution du virus des patients infectés. Et depuis quelques années, on te sollicite plutôt pour parler du système de santé. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. On va parler de plein de choses, des patients, des médecins, de la sécu, des mutuelles, du système. Et je vais y aller directement. Pendant longtemps, on a dit que le système de français, c'était un des meilleurs systèmes de santé au monde. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Merci beaucoup de m'inviter. Je suis très content d'intervenir dans ton podcast. Aujourd'hui, le système de santé, il est encore relativement performant, mais il n'est plus du tout le système de santé qui produit le meilleur soin, je préfère dire les choses comme ça, au monde. On a été largement dépassé par des systèmes, notamment de l'Europe du Nord, même par l'Allemagne. En gros, toute l'Europe du Nord est au-dessus de nous aujourd'hui. Et après, il est très universaliste. Donc, si on prend la moyenne, il est plus dans les numéros 1, il est plutôt, j'ai envie de dire, 10, 11e au niveau européen. Et puis, au niveau individuel, il est dépassé très largement. Donc, c'est-à-dire que c'est un système de santé qui est globalement pas si mauvais pour la moyenne, mais en tant qu'individu, on n'a plus le soin de meilleure qualité au monde, loin de là. Est-ce que c'est pour cela que tu pourrais expliquer que la sensation de déclassement, elle s'explique à la fois chez les médecins, mais aussi chez les patients? Elle s'explique beaucoup chez les médecins, parce qu'en fait, en santé, il y a ce qu'on appelle l'asymétrie d'information, c'est-à-dire que le patient ne sait pas exactement si le soin qu'on lui procure, c'est le meilleur soin possible. Il ne sait pas quelle est la meilleure prise en charge, sauf s'il est vraiment très renseigné ou qu'il prend plusieurs avis. Donc d'abord les médecins, je pense que la prise de conscience, elle est chez les médecins, d'où la perte de sens, mais pas que chez les médecins, d'ailleurs chez tout le personnel soignant. C'est ils se rendent compte qu'en fait, ils produisent plus de l'excellent soin, ils produisent du soin qui passe, passable, avec une pression sur les prix. Donc en gros, c'est un peu du low cost de la médecine qu'on est en moyenne. Hein. Et les patients, je pense qu'ils commencent à s'en rendre compte, mais ils sont encore très contents de ne pas payer. Donc ça veut dire qu'en fait, ils acceptent parce que c'est gratuit. Et aussi, je pense qu'ils ont une image du soin qu'ils reçoivent qui est supérieure par rapport à la qualité réelle dont ils peuvent bénéficier. Avec ce que tu dis, tu penses que c'est plutôt une crise conjoncturelle ou c'est un vrai problème profond du système de santé? Bon, déjà, tous les systèmes de santé au monde sont en crise. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien noter. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'idée, c'était que le système de santé devait reposer essentiellement sur quelque chose de collectif. Et comme c'était basé sur quelque chose de collectif, c'était un prélèvement, notamment soit par l'impôt, soit directement sur les salaires des gens qui travaillent. On s'est habitué à payer une certaine somme de façon collective pour notre santé. Aujourd'hui, en fait, cette somme, elle suffit plus. Et donc, du coup, c'est plutôt l'évolution du soin, l'extension du domaine du soin, en fait, qui met ce système en crise. Donc, il y a une crise structurelle.
Et après, il y a une crise conjoncturelle en France parce que notre système n'est pas du tout préparé pour la suite. En fait, la plupart des pays ont évolué vers un système de santé qu'on pourrait qualifier d'hybride, avec une base, un socle collectif, mais aussi en fait un monde de la santé qui a des poches de respiration qui sortent du tout collectif. La caractéristique du système de santé français, c'est qu'il est resté ultra collectif. Aujourd'hui, il repose sur les bases de 1945, qui sont des bases très sociales, sur une pensée qui était encore très imprégnée par la pensée très collectiviste, même un petit peu communiste en 1946. Et aujourd'hui, on a du mal en fait à sortir de cette idée-là, et on peut le comprendre parce que c'était une belle idée, mais en tout cas, c'est plus possible de continuer comme ça. C'est intéressant, on va bien sûr aborder au fur et à mesure les solutions qui sont envisageables et le côté un peu plus, comme tu le sous-entends, le développement de l'assurance privée. On va y venir un peu plus tard. Un des points importants du ressenti de la population et même des soignants, c'est qu'on manque de médecins, on manque de médecins généralistes, on manque de médecins spécialistes. Quand on revient en arrière, il y a évidemment la notion de numerus clausus qui ressort tout de suite. Dans les années 70-80, globalement, le raisonnement médico-économique, c'était on diminue l'offre pour diminuer la demande. C'est ce qu'on apprenait à la fac. Et avec le recul, est-ce qu'on peut considérer que c'était une faute historique ? C'est la théorie économique de l'offre induite, quoi. C'est le contrôler l'offre, parce qu'à chaque fois qu'on va créer des médecins, on va créer des dépenses, ce qui n'est pas totalement faux. Mais je pense que c'était mal comprendre en fait ce qu'allait devenir le soin. C'est-à-dire que le soin, il était effectivement une aide apportée aux gens en bout de course. C'est-à-dire que toute sa vie, on vivait sans maladie. Un jour, il nous arrivait un gros pépin. Globalement, on ne pouvait pas faire grand-chose. Et donc, on assistait les gens finalement sur finalement un événement grave qui allait avoir souvent une issue assez embêtante. Donc, c'était quelque chose qui était assez cohérent avec cette vision de la médecine. Elle a complètement changé. En fait, aujourd'hui, le soin, la santé, c'est quelque chose qui nous accompagne tout au long de notre vie. Donc, en fait, c'est un secteur économique à part entière. Et donc, évidemment, cette logique-là s'applique plus du tout. Et puis, c'est une logique qui est complètement raccord avec la vision 100% collective. On peut imaginer qu'on dise on a 10% du PIB qu'on veut mettre dans la santé. Donc, avec ça, on pourra s'offrir un certain nombre de médecins, par exemple. Et ces médecins-là, ils feront le mieux qu'ils peuvent avec ce qu'on va fournir comme ressources. Or, aujourd'hui, ça aussi, cette équation, elle ne tient plus. Donc, je dirais pas que c'était une erreur, c'était vrai à l'époque. Mais en fait, ce qu'on a du mal dans ce pays, c'est à comprendre que les choses changent. Et puis ça a une image tellement positive, en fait, ce côté système de soins collectifs où on paie rien. Il faut bien comprendre que la grande réforme de ces 10 dernières années, ça a été le tiers payant généralisé. C'est-à-dire que plutôt que de faire une réforme de système, on a été encore plus loin et on s'est enorgueilli que les patients ne payent plus 1 euro, qu'ils n'aient plus jamais en fait, à réfléchir au coût de la santé. Voilà, on le paye. Donc je dirais plutôt qu'on a insisté finalement dans la voie dans laquelle on l'a approfondi plutôt que de voir que ça allait changer. Il y a un autre point qui a probablement pas été anticipé, c'était la modification du rapport au travail des médecins. Il y a eu bien sûr la féminisation, des gens qui travaillaient, pas forcément que des femmes d'ailleurs, des gens qui travaillent aujourd'hui moins, qui sont à temps partiel, parce qu'ils veulent une meilleure qualité de vie. L'image du médecin généraliste 6 jours sur 7, de 7h à 22h, c'est plus vraiment la réalité, c'est probablement une bonne chose, mais c'est quelque chose aussi qui n'a pas été anticipé. Non seulement il y a un déficit quantitatif, mais en termes de production de travail, probablement que les médecins aujourd'hui travaillent moins qu'avant. Non, ça, c'est tout à fait vrai. On voit nous, on a fait des modélisations sur le besoin de différentes professions médicales. Donc, on voit effectivement qu'on va manquer de soignants. Mais je pense que c'est encore plus profond que ce que tu dis. C'est pas simplement que ça s'est féminisé ou que les gens, ils ont envie de revenir sur des rythmes de travail qui sont plus compatibles avec une vie privée aussi. C'est aussi la mentalité et la conception du métier de soignant, je pense, qui a considérablement changé. Moi, je sépare 2 populations chez les médecins. Pour moi, il y a une population, mais qui est très minoritaire aujourd'hui, mais qui était la majorité des médecins avant, qui était une population... c'était des missionnaires, quoi. C'est-à-dire, c'était des gens qui allaient donner leur vie à ce métier-là. C'était leur meaning of life principal. Et en fait, ils étaient totalement raccord avec le système tel qu'on le connaissait avant. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, en fait, finalement, le soin s'est professionnalisé. Comme tout, c'était quelque chose qui était un peu bordélique, assez peu structuré auparavant. Et en fait, ça a complètement changé.
Et je pense que quand on est dans le système, on s'en rend compte. On se rend compte à quel point c'est devenu un métier, en fait. C'est plus une mission, c'est un métier. Donc 90% des médecins, ils ont envie de faire ça comme un métier, que ce soit les hommes ou les femmes. Et donc il faut finalement que ce secteur de la santé et du soin rentre dans les clous, mais sur plein de dimensions. C'est la dimension, effectivement, du temps de travail, mais aussi des conditions de travail, le rapport à la hiérarchie, le rapport à la liberté, le rapport au collectif, le rapport à l'individuel. C'est tout ça, en fait, qu'il faut repenser pour adapter ce métier aux exigences qui sont appliquées partout. Et on a toujours, nous, en tant que médecins, senti complètement décalés par rapport à nos copains qui faisaient une école d'ingénieur, qui allaient travailler dans la banque, qui allaient être diplomates, qui allaient être commerçants. En fait, leur vie, elle nous semblait complètement différente par rapport à la nôtre. Et en fait, ça, je crois que les soignants n'en veulent plus. Ils veulent faire médecin ou infirmier ou un autre métier de santé, comme on fait finalement ces autres métiers-là. Et pour moi, c'est vraiment ça la modification du monde de la santé, et il va falloir préparer ça. Tu sous-entends que la vocation elle est un peu moins forte aujourd'hui qu'avant? Je dirais qu'on choisit la santé plus comme on choisit un autre métier. Simplement, la matière nous plaît, mais on s'engage plus en santé comme on s'engage dans les ordres. Il y a moins de soubassement et de fondamental spirituel, j'ai envie de dire. Et il y a quelque chose de beaucoup plus standard, qui est de gagner sa vie, de faire plutôt quelque chose dans lequel on n'est pas trop mauvais. Mais de projeter ce métier-là au sein d'une vie qui va être plus équilibrée que ce qu'était la vie des générations précédentes. Pour faire un peu d'épidémio, qui est une de tes compétences particulières, a priori, de ce que je sais, on est plutôt aujourd'hui à 14 000 étudiants par an qui passent le concours de spécialité, et on estime qu'on va rattraper le retard du nombre de médecins en 2035-2040. Alors, je suis épidémio, mais c'est vrai que j'avoue, ces données-là, je ne les ai pas parfaitement en tête. J'ai vu effectivement qu'il allait y avoir des rattrapages qui allaient se faire. Alors évidemment, comme c'est des études très longues, il faut un temps pour rattraper. Mais je pense que ces données-là, en fait, elles sont fausses. Pourquoi ? Parce que on imagine que le besoin va être stable. Or, il n'est pas stable, en fait. Il va profondément évoluer. Non seulement parce qu'il y a la population vieillit, mais c'est même pas que la population vieillit, c'est qu'en fait, les gens adorent dire ça, mais c'est pas qu'on a inventé des maladies, quoi. Mais c'est-à-dire que on prend beaucoup plus de choses en charge par rapport à ce qu'on prenait en charge avant. On capte les maladies à un stade infraclinique. Et donc, une artère malade, c'est une maladie. Un néphron qui commence à être malade, j'imagine que c'est une maladie aussi. On a même augmenté le gradient de ce qu'on considère comme optimal par rapport à la normale. Et tout ça, ça fait que la santé va prendre de plus en plus de place, quoi. Vraiment, c'est ce que je pense. C'est que peut-être un jour, ça fera 20, 25, 30% du PIB. Pourquoi ? Parce que ça va être notre considération principale. Et finalement, on va être beaucoup plus suivi. On va beaucoup plus y penser. Ça va être dans notre niveau de priorité. On parle souvent de cette espèce de pyramide de Breslow. Alors voilà, la santé, c'est au niveau de où on est à peu près aujourd'hui. Donc on y pensait moins avant parce qu'on avait des problèmes finalement plus immédiats. Mais la santé est maintenant le sujet de préoccupation numéro 1. On le voit, mais ça va être encore plus vrai. Donc il y aura besoin de plus de médecins. Encore plus parce que le secteur va se développer. Donc, et d'ailleurs, tous les cabinets de stratégie le disent, c'est un secteur qui va augmenter, quoi. Il y a des choses qui vont diminuer, la santé, c'est une des secteurs qui va augmenter. Donc, il y aura encore plus de besoins. D'accord. Alors, on parlait du manque de médecins, il y a aussi le manque de médecins dans certaines zones. Donc, les déserts médicaux, c'est un vrai sujet en France, pas qu'en France, c'est un sujet finalement dans la plupart des pays développés. Comment tu positionnes le médecin par rapport aux déserts médicaux ? Est-ce qu'on doit considérer que le désert médical, il est à cause des médecins, ou est-ce que le désert médical, il est à cause du système ? C'est intéressant, ce concept de désert médical. En fait, c'est un mot qui a vraiment trouvé son public. Tout le monde l'adore. J'aime pas trop. Ouais, moi non plus, j'aime pas trop. Je sais pas trop ce que ça veut dire. L'organisation du territoire, elle est d'une certaine manière. En France, il se trouve que les populations sont un peu moins concentrées qu'ailleurs. En fait, moi, comment je pense ce sujet des déserts médicaux ? La population qui consomme le plus de soins, c'est la population relativement âgée. Donc déjà, et les gens qui vont la prester, c'est la population relativement jeune.
Donc déjà, on sait qu'il y a un déséquilibre démographique qui existe. Il y aura de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de jeunes. Les jeunes, ils préfèrent habiter dans les endroits très denses. Et il se trouve qu'il y a un certain nombre de générations qui sont dans des zones un petit peu moins denses. Et donc déjà, il y a un déséquilibre entre là où les jeunes veulent vivre et là où les personnes plus âgées veulent vivre. Une autre donnée, c'est que les personnes âgées françaises sont parmi les moins mobiles de tout l'OCDE. C'est-à-dire qu'en fait, après 60 ans, les gens, ils bougent plus. Est-ce qu'on ne peut pas interroger ça ? Est-ce qu'aujourd'hui, dans un monde où il y a moins de ressources jeunes pour travailler, il y a encore moins de ressources jeunes qui travaillent en santé et en médecine pour travailler. Il y a de plus en plus de personnes âgées et la santé se spécialise avec des plateaux techniques où on a besoin de plein de monde, on a besoin de créer des hubs. Est-ce qu'il faut casser ces hubs, éclater la population médicale et aller l'installer un peu partout pour mailler le territoire avec du coup un système qui va perdre de sa qualité ? Ou est-ce qu'à un moment, il faut être honnête et dire aux gens, quand vous vieillissez, en fait, c'est peut-être plus malin d'aller habiter un endroit où il y a une offre qui est importante plutôt que de rester à l'endroit où il n'y aura rien. Et leur dire, vous savez, le gouvernement, il ne sera jamais capable d'apporter une offre de qualité à côté de chez vous si vous êtes complètement isolé. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est dire la vérité. Et pour moi, la vérité, c'est que ça n'arrivera jamais. On ne résoudra pas le problème des déserts de façon générale. Donc, les déserts seront toujours hypodotés en tout, et notamment en offre médicale parce qu'elle se raréfie. Donc, le conseil que je peux donner aux gens, plus qu'aux médecins, parce que les médecins, de toute façon, honnêtement, je pense qu'ils sont tellement en rapport de force parce qu'ils sont tellement rares qu'on les obligera à rien. C'est rapprochez-vous des hubs où il y a de l'offre de services et des plateaux techniques en santé, parce que c'est dans votre intérêt et vous vieillirez mieux si vous êtes dans cet environnement-là. C'est intéressant parce que c'est rare de prendre la question à l'envers, comme tu le fais. Il y a un point aussi qui n'est pas souvent, en tout cas par les politiques, qui n'est pas mis en avant. Et c'est ce que ressentent les médecins quand tu vas dire à un médecin qui a fait X années d'études, qui s'est marié, qui a fait des enfants, parce qu'on termine nos études tard, on a à peu près 28, 30, 32 ans quand on termine et qu'on va sur le marché du travail. Tu as fait tous ces efforts et puis on va t'obliger à aller dans telle ville où il n'y a pas de travail pour ta femme, où l'école, elle va peut-être fermer parce qu'il n'y a pas assez d'enfants, mais tu es obligé d'y aller parce que c'est l'État qui te demande. Il y a ce côté-là où, dans désert médical, il y a le mot désert. C'est pas pour affliger ou pour les territoires qui sont sous-dotés en médecins, mais ils sont aussi sous-dotés en infrastructures au global. Et c'est un vrai problème d'obliger des médecins à aller dans des endroits où peu de gens veulent aller. Non, mais tout à fait. Mais je pense qu'il faut dire aux médecins que, de toute façon, comme je dis, le rapport de force, il est de leur côté. Moi, ce que j'ai vu là dans la grève récente qu'il y a eu avec les libéraux, c'est que au bout d'un moment, qu'on pose les choses sur la table, voilà, on se rend compte en fait que de toute façon, on obligera les médecins à rien faire. Et moi, j'y crois pas. C'est la pensée qui consiste à dire que le payeur unique, qui est la sécurité sociale, va réussir à tordre le bras à toute la profession pour l'emmener dans ce qu'elle imagine la meilleure solution. Ça tient pas, en fait. C'est pas possible dans le monde d'aujourd'hui. Il y a de la mobilité des médecins dans toute l'Europe, au moins. Leur diplôme, en plus, il est reconnu, ils peuvent aller travailler où ils veulent. Il y a quand même cette question de cette espèce de contrat tacite qu'il y a entre tous ceux qui travaillent pour la santé et le payeur qui est l'assurance maladie. Mais ce contrat, il peut être rompu aussi. Donc, je pense que de toute façon, les médecins, ils seront obligés à rien. Et ça, il faut qu'ils le conscientisent. Ils sont plus forts que ce qu'ils croient, en fait, et la plupart des barrières, ils se les mettent eux-mêmes. Mais je pense que ça, avec le renouvellement générationnel, ça va aussi bouger. Donc pour moi, la messe est dite, en tout cas sur cette question des déserts médicaux. C'est les médecins qui travailleront où ils en ont envie et c'est les gens qui s'adapteront. La question, c'est est-ce qu'on continue à faire des fausses promesses à la population ou est-ce qu'on prépare la population à la réalité qui va venir en disant, voilà, quand j'ai des parents un peu âgés, il vaut mieux pas les laisser dans un endroit complètement désertique. Ou alors, il faut assumer que le jour où ils auront besoin, soit ils feront 200 à 300 km pour aller à l'hôpital. Pour l'instant, c'est des transports médicalisés remboursés, mais ça ne va pas durer longtemps. Ou alors, de façon assez rationnelle, on les rapproche d'un endroit où ils pourront être pris en charge. Même pour eux, ce sera beaucoup plus agréable. Je rappelle que c'est ce qui se passe dans tous les pays du Nord et tous les pays anglo-saxons. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les gens, ils déménagent. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils commencent à sentir une fragilité sur un organe ou même de façon générale, ils ont une tendance à déménager. C'est-à-dire qu'ils vendent leur maison, ils achètent une surface plus petite dans un endroit
qui est très bien doté, où on va pouvoir s'occuper d'eux. Donc c'est eux qui bougent et ils n'attendent pas que miraculeusement l'État-providence, qui en plus est ruiné, leur apporte une solution ultra technologique, ultra adaptée à leurs besoins en plus, juste à côté de chez eux. Hyper intéressant, je ne savais pas tout ça. Parmi les problèmes actuels, il y a la hausse des dépenses qui est inéluctable. Pourquoi elle est inéluctable ? Parce que, comme tu l'as dit, la population, elle vieillit. On vit de plus en plus vieux en Europe et donc en France ou dans les pays développés en général. La proportion de personnes qui vivent avec une maladie chronique, elle augmente aussi. J'ai vu des chiffres qui estiment en France, 2035, environ 25% de la population aura une maladie chronique. Et puis, l'innovation, ça coûte cher, ça coûte de plus en plus cher. Et quand on additionne tout ça, on a envie de se dire que ce n'est pas possible de limiter les dépenses et que la santé, comme tu l'as dit, ça ne peut qu'augmenter en termes de dépenses et en termes de pourcentage de PIB. Absolument. Moi, j'aime pas trop la façon qu'on a de dire il y a de plus en plus de maladies chroniques. Parce qu'en fait, on comprend pas ce que ça veut dire. Pourquoi il y a de plus en plus de maladies chroniques ? En fait, un bon exemple, c'est la maladie cardiovasculaire. Donc, la maladie cardiovasculaire, à l'époque, c'était l'infarctus. Donc en fait, une grosse douleur dans la poitrine, une coronaire qui se bouche, on avait un infarctus, ou alors c'était l'AVC, la personne devenait hémiplégique, elle s'écroulait, on l'emmenait à l'hôpital, voilà. Aujourd'hui, la maladie cardiovasculaire, ça va être des calculs de risque sur des marqueurs biologiques ou avec de l'imagerie, où on va mettre un score et on va dire, voilà, cette personne a une maladie chronique, elle a les vaisseaux qui sont malades. Et donc, on va la suivre tous les ans, on va lui faire plein d'examens, on va ajuster son traitement de façon très sensible et on va en permanence essayer de maintenir en fait tout son réseau vasculaire en bon état de marche et elle n'aura jamais d'infarctus. En fait, c'est pas la maladie, c'est la même. Les gens n'ont pas de plus en plus de maladies chroniques. C'est juste qu'on détecte beaucoup plus tôt les processus physiopathologiques grâce à des examens qui sont très performants. Et du coup, la prise en charge, elle est la prise en charge du vaisseau et puis la prise en charge de la maladie suite à une dégradation très, très lente des vaisseaux. Donc, rien n'a changé, en fait. C'est juste qu'on est beaucoup plus précis. Donc, c'est l'innovation thérapeutique, en quelque sorte. Et il se retrouve que les gens sont prêts à payer pour ça. Et que les gens sont prêts à sacrifier même un certain nombre de dépenses pour ça. Et c'est pour ça que la santé va coûter de plus en plus cher. En fait, c'est notre intelligence. Et moi, je compare ça même, par exemple, à la sortie au numérique, quoi. C'est-à-dire que le numérique, il y a 50 ans, ça n'existait pas. Et donc, il n'y avait pas de secteur économique. Aujourd'hui, on y consacre énormément de moyens parce que ça existe. En fait, la santé, c'est exactement pareil. C'est le développement de tout ça. Et c'est pas les nouvelles maladies chroniques. Les gens vivent plutôt en meilleure santé qu'avant. La preuve, c'est qu'ils vivent jusqu'à 90 ans. Donc, il n'y a pas plein de maladies qui se sont arrivées comme ça. C'est juste qu'on est plus intelligent, on arrive à les détecter. Et les gens sont prêts à payer pour être maintenus, tous leurs organes en bon état de marche pendant des années pour pas avoir ces événements de vie qui tuent trop jeunes. Et donc, effectivement, tout ça fait qu'on va y consacrer des ressources et que ça va coûter de plus en plus cher. Parce que quand vous serez suivi, votre rein sera suivi, votre cœur sera suivi, vos neurones seront suivis, vos yeux seront suivis avec la DMLA, vos poumons seront suivis pour voir si vous respirez bien. Et puis, dès que quelque chose n'ira pas, on ira apporter une petite correction très technologique. On imagine que ça coûte beaucoup plus cher que d'attendre que la personne s'écroule, de la gérer pendant 6 mois. Et puis, de toute façon, après, elle décède des suites de sa complication. Voilà, c'est la transformation de l'offre médicale qui fait que ça va coûter de plus en plus cher et que ça va sans doute coûter un jour une part conséquente des revenus de chaque personne, de chaque citoyen. Très bien. Je voulais avoir ton avis sur un sujet aussi qui, moi, me marque depuis que j'ai fait mes études, que je suis devenu médecin. C'est l'explosion de la dépendance, mais qui est liée au vieillissement de la population, avec le phénomène qu'on appelle en hospitalier les bed blockers. C'est des patients qui sont hospitalisés pour un problème de santé X, mais qui n'arrivent pas à sortir de l'hôpital, non pas pour un problème de santé, mais pour un problème d'autonomie ou un problème social. Ou alors, c'est des patients qui rentrent directement à l'hôpital pour un problème social et qu'on n'arrive pas à faire ressortir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles il y a un manque de lit d'aval. C'est les services qu'on n'arrive pas, entre guillemets, à vider pour des patients qui sont hospitalisés, non pas pour des problèmes de santé, mais des problèmes sociaux. Non, c'est très intéressant. Ça, c'est un immense défi. La dépendance dans le monde entier, ça inquiète beaucoup de monde. Parce qu'aussi, ça nous interroge sur ce qu'on a fait, en fait, de la société, quoi. C'est-à-dire que on est arrivé dans une espèce d'impasse, en réalité. Qui va financer cette dépendance ? J'ai envie de dire, déjà, on va pas pouvoir payer les retraites. Il faut bien comprendre qu'en fait, ce qui paye les retraites,
c'est exactement les mêmes personnes qui payent pour la santé. C'est-à-dire que les gens qui travaillent, donc les travailleurs, vont devoir de payer de plus en plus pour les retraités qui sont de plus en plus nombreux. Ils ne payent pas pour sa retraite, ils payent pour la retraite des gens plus âgés, et puis ils payent pour la santé des gens plus âgés aussi. Et c'est la même source, donc c'est les cotisations salariales et patronales. C'est-à-dire que nous, travailleurs jeunes en minorité, on doit chaque mois payer pour les retraites. Ça va nous étouffer, ça nous étouffe déjà puisqu'on fait de la dette. On va devoir payer pour la santé, c'est en train de nous étouffer parce que ça va aussi être financé par de la dette, parce qu'on n'arrive plus à équilibrer notre système de sécurité sociale. Et puis en plus, maintenant, on nous dit qu'il va falloir payer pour la dépendance. Et je pense que ce ne sera pas possible. Donc en réalité, la collectivisation de la dépendance, comme ce qu'on a fait pour la santé, je pense que personne de sérieux ne peut y croire. Donc la dépendance, ça va être dans le domaine de la famille. Ça va être dans le domaine de la famille. Et donc, il va y avoir un certain nombre de solutions qui vont exister selon les moyens de la famille. Ça se passe comme ça dans les grands pays d'Asie, notamment en Chine. Ça se passe comme ça aux États-Unis, et je pense que ça se passera comme ça en Europe. Et donc, le système de santé, et nous les médecins, on va devoir s'adapter en fait à ça. C'est que quand on a... il va falloir en fait, je pense, identifier assez rapidement quelle est la solution selon les moyens et l'organisation de la famille, et anticiper ça de façon beaucoup plus proactive. C'est-à-dire qu'en fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'à chaque fois que quelqu'un rentre, on soit déjà en capacité de savoir exactement le modèle à quoi qui correspond à la prise en charge de cette personne. Et il faudrait, non pas que finalement l'État collectivise la dépense liée à la dépendance, mais il faudrait en fait qu'elle arrive à la catégoriser. Je ne sais pas si je suis extrêmement clair, mais il faudrait qu'on sache en fait exactement ce qui est prévu. Il faut faire des plans en fait. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va devoir intégrer dans la vie, parce qu'on vit tellement vieux qu'en fait, il faut planifier nos vieux jours, quoi. C'est-à-dire qu'il faut savoir, en gros, quand je vais perdre mon autonomie, qu'est-ce que je fais ? Et qu'est-ce que je fais au point de vue financier ? Qu'est-ce que je fais au point de vue organisation avec ma famille ? En fait, le problème aujourd'hui, c'est que c'est pas anticipé. Les gens, ils partent à la retraite à 65 ans. De 65 en gros à 80-85 ans, ils vivent leur meilleure vie. C'est ce qui est montré en France. Les retraités sont les retraités les plus heureux du monde parce qu'ils vivent très bien, parce que le système porte encore beaucoup sur la jeunesse. Et puis ils arrivent à 85-90 ans, il y a des problèmes d'autonomie. Et ça, c'est pas du tout préparé. Et donc, qu'est-ce qu'il faut ? Est-ce qu'il faut que ce soit le patrimoine de ces personnes-là qui soit récupéré pour qu'ils puissent financer eux-mêmes en fait leur dépendance ? Le problème, c'est que la population française croit encore que la solution va venir de l'État-providence. Or, c'est pas le cas. Ça doit venir du privé. Et je pense que c'est ça qu'on doit commencer à incorporer. C'est-à-dire qu'il faut dire aux gens, va falloir en fait vous préoccuper de comment ça se passe, parce que nous, le système de santé, on a aussi besoin de pouvoir travailler avec vous pour l'aval. Sauf que les gens, ils attendent que l'aval soit géré par le gouvernement. Donc l'hôpital, il dit, où est-ce que je mets le patient ? Il demande finalement à l'État de trouver une solution. En fait, l'État, il ne peut pas. Il n'a pas les moyens financiers. Il ne s'est même pas vraiment saisi du problème. Donc ça va plus être quelque chose à gérer avec les familles plutôt qu'avec avec l'État. Donc il va falloir communiquer, il va falloir que les gens prennent conscience que la dépendance, ça va être le problème des familles. Donc responsabiliser au maximum le plus tôt possible les gens, parce que il faut un changement. Exactement. Quand on commence à avoir des personnes très âgées dans la famille, il faut se rendre compte que ça va nous coûter cher, il faut étudier le marché, tout ce qui est possible, tout ce qu'on peut faire, et puis mettre en place un fonctionnement, parce qu'effectivement, la solution, c'est pas que les gens embouteillent les services hospitaliers, parce que rien n'a été prévu. Sur l'efficience du système, je regardais les chiffres de l'OCDE, tu parlais du pourcentage de PIB. Actuellement, la France, c'est 11,5% du PIB en dépenses de santé, alors que la moyenne de l'OCDE, c'est 9,3%. C'est à peu près 7 300 $ par an, par habitant. Avec quelle efficience ? La France est un très très grand consommateur de soins. C'est-à-dire que ce qui fait que ça coûte très cher, c'est l'effet volume. Comme on a un système qui est universel, qui est totalement gratuit, avec aucune franchise, aucun rationnement, rien, les gens ils consomment beaucoup en France. Donc c'est ça qui fait que ça coûte très cher. C'est son universalisme en fait qui fait que c'est très cher. C'est pas parce que c'est de la très très bonne qualité, c'est plutôt parce que les gens ont une petite tendance quand même en France à surconsommer du soin. Et puis je pense que c'est pas extrêmement bien organisé. Bon, ça, c'est un problème qui est commun à plein de pays. C'est que comme c'est quand même une rémunération à l'acte, une rémunération à l'activité, et que les gens ne payent pas du tout, tout le monde a intérêt à faire du volume, quoi. Le soignant, il a intérêt à faire du volume parce qu'on lui baisse ses tarifs en permanence. Donc, du coup, compenser l'effet prix,
on fait du volume, on dégrade un peu sa qualité, mais on fait tourner, on fait tourner les consultations, on fait tourner les séjours. Et puis de l'autre côté, le patient, toujours plus, quoi. Donc en fait, il y a une espèce d'intérêt commun entre le patient et le médecin pour faire toujours plus, avec la CNAM qui a aucun moyen de rien faire, parce que de toute façon, elle est toute seule, et puis elle a aucune idée de si c'est bien ou si c'est pas bien de faire tel ou tel examen. Donc en fait, tout ce qu'elle pourra rien faire. Donc je pense que le système fait qu'on a énormément de volume. Et donc aujourd'hui, le système, il surconsomme du soin de moins en moins bonne qualité. Et le coût total de tout ça, il est très important. Parmi les autres explications sur l'efficience insuffisante, est-ce qu'on n'a pas, comme dans d'autres domaines en France, un millefeuille administratif? Parce que quand tu regardes dans les territoires, il y a les ARS, il y a les CPTS, il y a les GHT, il y a les personnalités politiques, tout le monde donne son avis. Est-ce qu'il n'y a pas des doublons dans ce qu'on fait? Déjà, la santé, c'est dans tous les pays du monde, c'est un milieu qui est très consommateur d'administratif, parce qu'en fait, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de choses à gérer, de qui paye, voilà. Donc, je pense que le système américain, il a autant de dépenses, voire plus administratives. Le système allemand également. Après, oui, effectivement, c'est vrai que... Mais ça, il n'y a pas beaucoup d'études chiffrées, quoi. Mais si on regarde les dépenses administratives de la santé avec les données qu'on a, elles ne sont pas délirantes par rapport aux autres systèmes. Donc, il n'y a pas de données probantes pour dire, voilà, l'administration, c'est ça qui plombe les comptes de l'assurance maladie. Je pense que c'est un peu un faux débat, honnêtement. Qu'il y ait une guerre hospitalière entre les médecins qui veulent continuer à gérer l'hôpital comme un village gaulois, c'est-à-dire en faisant n'importe quoi. Je suis désolé, je suis caricatural, mais qui veulent, en gros, une espèce d'anarchie joyeuse, et des administratifs qui veulent un peu suradministrer. Oui, ça, c'est vrai que ça existe. Mais honnêtement, je ne sais pas si un hôpital, ça doit être géré uniquement par des médecins, quoi, parce que sinon, ça va être n'importe quoi. J'en ai déjà été conscient. J'ai quand même beaucoup d'histoires qui me sont rapportées. Donc, je pense qu'il y a un sujet au niveau de l'hôpital, mais à mon avis, il dépasse largement le côté trop suradministration. Après, tout ce qui est CPTS, l'idée, ça a été que la médecine était libérale, que les gens se sentaient isolés. Donc, on a voulu faire un petit peu d'animation, faire des petites réunions le soir à l'ARS pour qu'ils se sentent un peu participer. Il y a peut-être 1% des gens qui y participent parce que c'est des gens qui sont dans leur conseil, leur conseil syndical de copropriété. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Il y a toujours des gens qui adorent être dans toutes les organisations qui y participent. Honnêtement, je suis pas sûr que c'est un énorme impact. C'est en gros ça que font les ARS. Je sais pas si c'est extrêmement utile. Les gens qui travaillent disent que oui. Mais c'est pas ça le gros de la dépense. Vraiment, je pense que c'est un peu un faux débat. Et il faut revenir en fait sur des choses qui sont plus structurelles. L'extension du domaine de la médecine, il va falloir payer. C'est plus le collectif qui peut payer. Et donc, il faut inventer un nouveau système. Parce que moi, je me méfie beaucoup des fausses pistes. La fausse piste, c'est l'idée de la prévention. Je te laisserai venir. Tu vois, il y a un certain nombre de fausses pistes. Il y a l'IA aussi. Il y a cette histoire de l'administration que les politiques adorent utiliser. Je ne pense pas que ce soit dans notre intérêt à nous, monde médical, d'avancer cet argument-là, parce qu'il n'y aura pas de salut du côté de cet argument-là. C'est-à-dire que ce n'est pas en coupant les administratifs que, à mon avis, on va régler le sujet de la solvabilité du système de santé de façon générale. C'est mon opinion, ça peut être discuté. Sur la prévention, c'est toujours les chiffres de l'OCDE, c'est plutôt 2,3% en France et 3,4% en moyenne dans les pays de l'OCDE. Est-ce que pour toi, c'est pas un aspect qui pourrait limiter le coût du système de santé? En fait, qu'est-ce que c'est que la prévention? Il faut faire attention parce que on a tendance, parce qu'aujourd'hui on soigne des maladies infracliniques, à dire que c'est de la prévention. Mais c'est pas de la prévention. Pour moi, à partir du moment où le patient arrive dans le cabinet du médecin ou à l'hôpital, on n'est plus dans la prévention. C'est qu'il y a un problème qui a été identifié. Et s'il y a un problème qui a été identifié, on est dans la pathologie. Le problème vasculaire, c'est de la pathologie. Une néphropathie qui n'est pas encore symptomatique, c'est de la pathologie. Et ce serait une énorme erreur de dire que c'est de la prévention. Ensuite, quel est le premier déterminant de la santé d'une personne? Tu dirais quoi? Son bien-être. Ce premier déterminant, c'est ce qu'elle gagne.
C'est revenus. D'accord. Donc, dis-moi combien tu gagnes, je te dirai comment tu te portes. Qui tu es aussi. Mais plutôt comment tu te portes. Et donc, c'est les Anglais qui ont très bien montré ça. Tu prends les différentes classes sociales, tu les compares, et la santé des gens les plus aisés, elle est 10 à 20 fois meilleure que la santé des gens qui ont moins d'argent. Donc, le meilleur... et les Français sont plutôt en bonne santé. Tu vois, il pourrait y avoir un paradoxe. On dit, attends, tu me dis que le système de santé français, il n'est pas bon. Mais d'un autre côté, regarde les chiffres, là, pour le coup, on est top 3, parfois premier sur certains indicateurs de santé. Pourquoi ? Parce qu'en fait, la santé, elle n'est pas médiée par le système de soins, elle est médiée par l'environnement et notamment par les revenus. Et tu sais qu'en France, on a un système qui est extrêmement redistributif. On a probablement le système le plus redistributif au monde. Et en fait, c'est ça qui maintient les Français dans une très, très bonne santé. Donc, en fait, la prévention, on en fait énormément par notre système social de redistribution. Et je suis assez peu convaincu par les campagnes de communication que va faire le ministère de la Santé pour dire allez faire du sport, ne buvez pas d'alcool ou ne fumez pas. Ça montre que ça n'a quasiment pas d'efficacité. Je pense que c'est très bien pour le gouvernement parce que ça montre qu'il agit. Donc je pense que c'est un très bon ROI pour lui au niveau politique. Mais le ROI au niveau de la population, il est extrêmement faible. Donc moi, ce que je dis, c'est que ce qui doit être solvabilisé, c'est le système de soins, parce qu'on va en avoir besoin. Et dire qu'on fait que 2% pour la prévention, c'est bullshit, c'est n'importe quoi. En fait, on fait beaucoup plus puisqu'on a un système redistributif qui est extrêmement puissant. Et en plus, de toute façon, il n'y a pas vraiment de problème puisqu'on a la population qui se porte quasiment le mieux au monde. Donc je pense que là, on pose un problème qui n'existe pas. On s'est laissé prendre par la communication politique du gouvernement actuel de 2017, qui a voulu vendre un peu du rêve comme dans toute campagne présidentielle. Mais honnêtement, le sujet, il n'est pas là. Le sujet, c'est vieillissement de la population, c'est explosion des dépenses de soins, c'est main-d'œuvre médicale qui se raréfie, c'est baisse de la qualité des soins en France parce qu'on a un système qui est absolument pas contrôlé. À mon avis, il n'y a qu'un payeur, il en faudrait plusieurs, ne serait-ce que pour qu'il y ait plusieurs offres qui puissent se mettre en place. Mais c'est pas cette histoire de prévention. Alors, franchement, ce chiffre, ça fait 15 ans que je l'entends. Pour moi, ça ne veut rien dire. J'ai du mal quand même à complètement valider ce que tu dis. Et puis en même temps, c'est pour faire contrepoids. Je pense que la prévention a un rôle notamment sur les maladies les plus fréquentes, donc l'hypertension artérielle, le diabète, l'obésité, sur l'hygiène de vie. Tu citais l'activité physique. Peut-être que la prévention, effectivement, c'est pas au moment où le patient vient chez toi, mais c'est au moment où il va faire ses courses, au moment où il se dit qu'est-ce que je fais de ma vie, est-ce que je fais un peu de sport, est-ce que je mange un peu moins gras. Et peut-être que c'est pas le déterminant le plus important des dépenses du système de santé, mais c'est quand même un paramètre sur lequel on peut ajuster certaines dépenses. Non, mais je suis d'accord avec toi, mais en fait, tout le débat, il est de dire pourquoi les gens mangent mal, pourquoi les gens font pas de sport, pourquoi les gens s'abrutissent devant les réseaux sociaux et pourquoi les gens vont fumer et avoir des consommations, en gros, de choses qui vont activer les systèmes de la récompense. Et la question, elle est souvent parce qu'ils ont des stress et une précarité dans leur vie qu'ils ont besoin de compenser par des comportements qui vont être ceux-là. Parce que, en fait, tout ça, c'est des substances qui vont t'apporter des shoots de dopamine dont tu as besoin parce que t'es pas bien, t'es précaire. Voilà. Donc, en fait, la question, c'est est-ce que ce qu'il faut, c'est régler la précarité des gens pour qu'ils aient un meilleur niveau de vie. Si tu prends quelqu'un, par exemple, et que tu le fais gagner au loto, tu prends tous les facteurs de risque, je te garantis qu'un an après, il aura guéri tous ces facteurs de risque. C'est-à-dire qu'il aura arrêté de fumer parce qu'il n'aura plus de problème. Voilà. Et donc, il va commencer à s'occuper de lui-même. Et donc, il va sortir tous ces facteurs de risque. Donc, l'idée de dire, tu prends quelqu'un, tu règles pas ses problèmes dans la vie, mais par contre, tu vas aller décocher tous ces facteurs de risque, c'est tentant comme idéologie. Mais je pense que c'est pas possible. Parce que je pense que tant que tu n'as pas réglé les problèmes des gens, en fait, ils vont aller d'une addiction à l'autre parce qu'ils en ont un besoin fondamental, tu vois, profond. Et d'ailleurs, je sais pas si tu as déjà expérimenté ça personnellement, mais moi, j'ai eu des périodes de ma vie où j'étais plus précaire. J'avais pas les mêmes hygiènes de vie qu'aujourd'hui, je suis quand même un petit peu plus tranquille dans ma vie et installé. T'as raison, il y a forcément un lien avec les revenus. D'ailleurs, c'est ce que tu citais un petit peu avant. Mieux tu gagnes ta vie et plus tu te sens bien. Et effectivement, peut-être parce que tu arrives à ajuster certains effets indésirables liés à la précarité. C'est intéressant comme débat. Pour parler de revenir un peu sur le système, je voulais aborder les mutuelles. Les mutuelles, en 2024, elles ont augmenté, enfin les mutuelles, les organismes complémentaires,
ont augmenté de 8,2% leur cotisation pour les gens. Pour autant, c'est des chiffres de l'adresse, donc c'est des statistiques de la santé officielle de l'État. Leurs dépenses de santé, elles ont augmenté de 5,4%. Comment on explique ces chiffres ? Alors, les mutuelles. Je sais que c'est un sujet qui est très très cher, souvent aux médecins qui sont très très regardants sur ces sujets des complémentaires. Et c'est bien parce que ça prouve qu'ils s'intéressent à la façon dont le système de santé est financé. Il faut savoir que la grande majorité des complémentaires en France sont des organismes à but non lucratif. C'est pas des sociétés privées qui cherchent à faire des bénéfices, qui ont des actionnaires. Pas du tout. En fait, c'est des mini-sécu complémentaires qui sont régis par un code extrêmement strict, avec des représentants souvent des employeurs et des représentants des employés. Donc c'est quelque chose un peu l'idée un peu associative. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est comme la Sécu n'arrive plus à prélever suffisamment d'argent sur les salaires des gens parce que le travail est déjà tellement cher, il y a tellement de problèmes de compétitivité qu'elle ne peut plus, et qu'il y a une augmentation des dépenses, qu'est-ce qu'elle fait ? En fait, elle fait prélever l'impôt ou les cotisations par des complémentaires, donc qui demandent toujours plus d'argent aux gens, et après, elle récupère de l'argent de la poche de ces complémentaires pour financer ce qu'elle est censée financer. C'est pour ça qu'on a l'impression, en fait, que les complémentaires demandent toujours plus, alors qu'elles prestent pas plus. Sauf qu'en fait, l'argent qui est collecté par les complémentaires vient renflouer les caisses de la sécurité sociale. Et ça, c'est des petites choses qui passent dans le PLFSS chaque année, qu'on ne voit pas, mais ce sont des transferts, en fait. Parce qu'on pense que c'est plus facile de collecter par les complémentaires que par la sécurité sociale. Le vrai changement de système, ce serait de dire quoi ? C'est-à-dire ce ne sont plus des complémentaires. En fait, on va avoir éventuellement la sécurité sociale qui va assurer un certain nombre de personnes et des complémentaires qui peuvent assurer un certain nombre d'autres niches de population ou proposer d'autres types de services, plusieurs niveaux si tu veux, mais en assurant la totalité du risque. Ça, ce serait un changement de système. Le problème aujourd'hui des complémentaires, c'est qu'elles ont un rôle qui est extrêmement faible, puisqu'elles se contentent de collecter l'impôt pour assumer l'augmentation des dépenses de santé qui est encore complètement gérée par la sécurité sociale. Et c'est cette confusion des rôles qui crée cette impression que les complémentaires sont en gros en train d'augmenter leurs tarifs pour rien. Mais il n'y a personne qui se gave de l'argent que récupèrent les complémentaires quand elles augmentent leurs cotisations année après année. Mais t'as quand même, tu te poses la question, puisque cette différence entre ce qu'elle récolte et ce qu'elle rembourse, tu te dis, moi, je paye plus en tant que patient, je paye plus, je suis moins remboursé. Et en parallèle, on voit notamment dans les événements sportifs, tu vois des mutuelles qui vont aller subventionner les événements sportifs, ils font du marketing, tu te dis, on se moque de moi. Je comprends, mais le différentiel, il va dans la poche de la Sécu. En fait, c'était l'astuce. C'est ce qu'on appelle les frais de gestion Sécu mutuelle ? Non, ça s'appelle des transferts directs. En fait, il y a des taxes qui sont mises à la Sécu, en fait, prélève les mutuelles pour compenser le manque à gagner qu'elle a, parce qu'elle a toujours plus de frais, de demandes de soins, et les cotisations, elles ne sont pas plus importantes. Donc, c'est un transfert direct, et c'est... après qu'il y ait des événements marketing, ils essaient d'avoir de plus en plus d'assurés, et donc probablement qu'il y a un marché. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas faire disparaître les complémentaires parce que, en fait, demain, on en aura fondamentalement besoin pour assurer la solvabilité du système de santé. Donc, si on tue nos propres complémentaires, en fait, on se met encore plus dans une impasse. Et je pense que les médecins n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait une grande sécu. Parce que, alors là, vraiment, si vous voulez, en fait, en gros, être des employés de la sécurité sociale, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller. Le corps médical a tout intérêt à ce qu'il y ait plusieurs acteurs pour qui elle peut finalement travailler, passer des deals pour traiter des patients. Donc moi, j'ai du mal à comprendre en fait cette... Donc pas de sécu universelle pour toi, ça coûterait trop cher. C'est impossible. Non, mais c'est pas que ça coûte. De toute façon, la santé coûtera cher. Mais c'est impossible dans la mesure où ça veut dire qu'au bout d'un moment, il y a 90% de nos salaires qui vont être pris par la sécurité sociale. Donc, après, on peut passer dans un système qui est totalement collectif, quoi. Ça s'appelle les pays communistes, si tu veux, où on prend directement ce qu'on te donne et puis on te donne tout en prestation et puis t'as même plus d'argent, c'est même plus toi qui décides. Mais c'est la fin de la liberté. Parce que plus tu vas avoir de possibilités de soins, en fait... plus tu vas devoir, toi, choisir, en fait, ce que tu veux. En tant que patient. En tant que patient, en tant qu'assuré. Tu vas décider de t'assurer pour ci, pour ça. Tu vas prendre telle gamme
de prestations si jamais il t'arrive quelque chose. C'est comme les lunettes, en fait. Hein, si je prends une analogie, tout le monde ne va pas vouloir avoir la paire de lunettes à 500 € avec la monture de marque. Il y en a qui vont se contenter d'avoir la moins chère. Mais il y en a pour qui ça va être très important. En fait, finalement, le soin va un peu se transformer comme ça, prendre différentes polices, différentes assurances, pour finalement avoir différents niveaux de soins qui vont être adaptés à la police d'assurance que j'aurais payée. Alors, sur ce virage potentiel à l'avenir vers des assurances privées, il y a quand même un petit hic, c'est que quand tu regardes aux États-Unis, les chiffres que j'ai trouvés, c'est à peu près 12 000 $ par an de dépenses par habitant, et l'espérance de vie, elle est de 79 ans. Quand tu vois qu'en France, je citais tout à l'heure 7 000 $ environ par habitant par an, l'espérance de vie, elle est à 83 ans. Et je voyais sur les réseaux justement une courbe avec les États-Unis où en gros c'était le système qui était pas très efficient sur l'espérance de vie et qui coûtait le plus cher. Et pourtant c'est le système qu'on cite en exemple pour les assurances privées. Non, mais la grande erreur qu'on fait là-dedans, c'est de croire que c'est le système de soins qui détermine l'espérance de vie. Il n'y a que 10% de l'espérance de vie qui est explicable par le système de soins. On vieillit et on meurt vieux uniquement en fonction de ce qu'on fait dans la vie et de notre environnement. Il se trouve que les États-Unis ont un système très peu redistributif. Donc ils ont une partie de la population qui vit de façon extrêmement pauvre, qui se drogue, qui est obèse, qui est soumise à la violence avec des armes à feu. Donc ils ont énormément de décès précoces, soit par la maladie, soit par des accidents de la vie. Et c'est ça qui vient en fait écrouler leur espérance de vie. Mais si on appartient à la bonne société américaine, on a une vie qui est longue, qui est heureuse, et on a un système de santé qui est extrêmement performant. L'expérience du système de santé aux États-Unis par rapport à l'expérience du système de santé en France, quand on a les moyens de se la payer, ça n'a rien à voir. On est passé dans une autre dimension. Donc, qu'on soit en France avec un socle qui prenne en charge n'importe qui quand il a un problème de santé, avec un minimum, ça, de toute façon, c'est indiscutable. La question, c'est est-ce qu'on va niveler tout le système de santé sur ce socle-là, ou est-ce qu'on va laisser respirer une offre qui va être calée sur les meilleures offres des autres systèmes de santé? Voilà, est-ce que n'importe qui pourra, s'il en a l'envie, s'il a envie de donner de payer pour ça, avoir accès à quelque chose qui sera mieux que le socle stricto sensu. C'est ce qui se passe en Chine. J'ai étudié récemment le système de santé chinois. En fait, l'État paye des grands hôpitaux qui sont dans les différentes régions. N'importe qui peut y avoir accès. C'est gratuit. Et après, si vous voulez faire autre chose que d'aller dans ces hôpitaux qui sont des hôpitaux de l'État, vous avez une infinité d'offres qui est possible, mais des choses 100% digitales, des choses 100% à domicile, des medical centers, tout existe en fait. La créativité peut créer autant de solutions, mais par contre, c'est des solutions que vous payez. Et après, si vous voulez aller à l'hôpital public, vous pouvez y aller. Donc toi, tu serais pour un système où la Sécu finance le minimum, les soins urgents, et le reste serait financé par du privé. Moi, je pense que n'importe qui en France doit pouvoir avoir accès à du soin, à un soin qui répond aux standards qui sont considérés comme ce qui est essentiel. Voilà. Et après, je pense qu'on ne doit pas freiner l'arrivée d'un soin de qualité ou d'une innovation en France uniquement par le prétexte que on ne peut pas le payer pour tout le monde. Parce qu'on ne peut pas le payer pour tout le monde, c'est déjà le cas aujourd'hui. Mais donc, je veux au moins qu'il soit disponible pour un certain nombre de Français. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même les gens qui participent au socle n'ont pas intérêt à ce que les dernières innovations et la dernière qualité ne soient pas en France. Parce qu'en fait, c'est comme n'importe quelle solution. Elle commence par arriver chez les gens qui, effectivement, ont sans doute le plus de moyens et qui peuvent se l'offrir. Après, ça va se démocratiser. On va commencer à le produire, à savoir l'utiliser en France. Et puis, quelques années après, ça va revenir dans le socle. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Sauf que si jamais tu l'empêches complètement de venir, là, il ne viendra jamais pour personne. Donc en fait, ce n'est même pas dans l'intérêt des gens qui ne peuvent pas se payer ce qui est au-dessus du socle minimum que ces choses-là n'arrivent pas en France. Donc en fait, tout le monde perd. C'est un système où tout le monde perd simplement par idéologie. La question centrale en t'écoutant, c'est combien on est prêt à payer et pour financer quoi ? Je pense qu'aujourd'hui, on paye déjà beaucoup. Et je pense que ce qu'on paye aujourd'hui devrait probablement être recentré sur une offre qui est une offre universelle,
On peut d'ailleurs récupérer un certain nombre de moyens sur cette offre universelle. Et après, par contre, il faut absolument développer une offre qui soit une offre au-delà de ce socle sécurité sociale. Et de toute façon, je vois bien dans l'idéologie qui est l'idéologie de la CNAM, c'est une idéologie de socle commun. Ce n'est pas une idéologie de sur-mesure, de liberté du consommateur, de liberté du patient. C'est pas tout ça. L'idée, c'est socle commun. C'est de plus en plus de mettre des règles et d'encadrer. Donc, qu'elle le fasse pour le socle commun, et ce sera parfait. Mais par contre, il faut inventer la couche du dessus, qui va être la couche accessible avec toutes les libertés possibles. Et les médecins, ils ont envie de faire de la proposition. Après, en tant que médecin, c'est quoi? Est-ce que moi, j'ai envie de vivre dans un système de santé où la seule proposition que je peux faire, c'est d'obéir au doigt et à l'œil à ce qui a été pensé à la CNAM comme le socle le plus optimisé possible? Non. Et après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans les pays comme les États-Unis, comme la Chine, comme l'Amérique du Sud, et même comme beaucoup de pays européens, beaucoup de médecins partagent leur temps entre les deux systèmes. C'est-à-dire qu'ils vont aller travailler 2 jours dans un hôpital public avec le mode de pensée d'optimisation du socle commun, et puis 2 ou 3 jours, ils vont aller travailler dans une autre structure où ils vont proposer une offre qui va être différente. Et ça permet d'avoir quelque chose qui est relativement équilibré. On n'est pas obligé, comme en France, d'être soit totalement inféodé à un système collectiviste, universaliste qu'est la sécurité sociale, ou alors d'être complètement à l'extrême, de refuser absolument ce système et de vouloir un truc 100% marché. La plupart des pays où ces 2 offres existent, la plupart des médecins ont un pied d'un côté et un pied de l'autre. Ça pose la question de l'acceptabilité de la population. Moi, je pense que tant qu'on ne lui a pas expliqué, de toute façon, la population, elle ne peut pas l'accepter. Et tant qu'on n'aura pas dit, mais les médecins commencent à le dire, ça c'est très bien, que le soin qu'on offre aujourd'hui, ce n'est plus du soin d'extrêmement bonne qualité, en fait, la population ne s'en rendra pas compte. Parce que c'est le médecin qui le sait. Donc au bout d'un moment, les médecins, soit ils continuent à dire tout va bien dans le meilleur des mondes, et franchement, vous êtes content d'être en France, qu'est-ce qu'on entend très souvent, ou alors, il faut dire, vous savez, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que on fasse le mieux possible. Peut-être à certains endroits, mais là, ce qu'on est en train de faire ici, c'est pas l'idéal. C'est pas l'idéal parce que vous pourriez avoir mieux. Déjà, d'avoir ce discours de vérité auprès des gens, ça permettrait de préparer les esprits à évoluer vers un système hybride plus facilement où on n'aurait pas uniquement un socle qui commence à ressembler de plus en plus à des socles qu'il y a dans des pays qu'on n'imagine même pas. Notamment la Turquie, certains pays d'Asie du Sud-Est ont des systèmes de santé maintenant qui sont pas loin, voire au-dessus d'une autre. On n'en a pas parlé, mais le prix des médicaments, c'est un sujet aussi. Il y a plein de médicaments innovants qu'on n'a pas en France ou qu'on a très tardivement par rapport à d'autres pays. Et c'est en partie lié au fait que l'État veut négocier vraiment au plus bas le prix des médicaments. Or, les laboratoires essayent, dans leur intérêt, de les vendre un peu plus cher. Et donc, c'est un ping-pong sur le prix pendant des mois, voire des années. Et pendant ce temps-là, les patients français n'ont pas certains médicaments innovants. Et c'est peut-être une des explications qu'on pourrait donner aux gens pour leur dire, vous voyez, en France, il y a une petite défaillance par rapport à d'autres pays du monde sur l'efficacité des soins. Absolument. Mais aussi, c'est quand vous êtes un laboratoire, imaginons un laboratoire d'un autre pays que la France, allemand, suisse, des très gros, ou américains, les grands pays, ou anglais. Vous arrivez sur le marché français. Vous proposez un médicament qui est très performant, ultra tech, avec des plateformes qui ont coûté très cher à produire, mais aussi du coup très cher à l'utilisation. Vous allez voir la sécurité sociale et vous dites c'est trop cher. Bon, vous repartez. Vous pouvez même pas aller voir un autre acteur qui va vous dire moi, je suis prêt à le payer parce que mes assurés sont prêts à payer un petit peu plus cher pour ça. C'est-à-dire qu'en France, c'est une seule porte d'entrée. Et c'est ça le problème. Parce que la Sécu n'ait pas les moyens de payer pour tous les patients. La Sécu, c'est nous. Donc, je veux dire, parfois, c'est vrai que c'est juste qu'il n'y a pas d'argent, quoi. Il n'y a pas d'argent. Donc, le mandat du comité qui négocie le prix des médicaments, c'est de respecter une enveloppe. Donc, lui, s'il veut respecter son enveloppe, il est obligé de faire des choix. Ou il est obligé de négocier très, très dur. Et parfois, il est obligé de dire non. Ce qu'il fait de plus en plus souvent. Il dit non. Mais finalement, si jamais derrière, il y avait un autre acteur qui est en capacité de dire « Bon, moi, ok, vous pouvez venir discuter avec moi parce que moi, je pense que j'ai un peu plus de moyens et les gens qui sont assurés chez moi, ils sont prêts à payer un petit peu plus. » Et là, on aurait de la souplesse dans le système. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup d'acteurs disent « Bon, moi, je veux quand même le faire rentrer dans la Sécu parce que du coup, c'est un plus gros marché, ça m'intéresse. » Et d'autres acteurs disent « mais c'est une catastrophe, moi on m'a carrément refusé. » Donc aujourd'hui c'est on-off. Le problème c'est que ça va être de plus en plus off.
parce qu'en plus, les Américains veulent faire payer très cher les produits à l'Europe, mais notamment aux Français, et ça va arriver. Donc on va avoir aussi sur les médicaments. Surtout sur les médicaments. C'est ce qu'on appelle le MFN. Et donc là, la question, c'est quand on commencera à avoir la moitié, voire les 2 tiers des innovations qui n'arrivent pas en France, et que de toute façon, on ne pourra pas les payer au prix qui est demandé, là, va bien falloir trouver un système qui va aller vers l'hybride. Donc je pense que l'hybridation de notre système de santé, cette nouvelle législation américaine va encore plus la rendre pertinente et va nous pousser vers cette voie-là. Si tu étais aux manettes et que on te disait, voilà, ta première réforme ou ta première modification, qu'est-ce que tu fais ? Moi, il y a plusieurs choses que je ferais, mais déjà, j'élargirais les compétences des acteurs complémentaires. Je leur demanderais de plus simplement être des complémentaires, mais de commencer à se préparer à assurer vraiment du risque santé. Donc voilà, les faire travailler là-dessus. J'engagerais vraiment cette réflexion en leur disant maintenant, vous allez devenir des vrais acteurs. Donc la Sécu va prendre en charge une partie de la population à socle minimum, mais vous, il faut que vous vous prépariez à faire le reste. Et la deuxième chose que je ferais, c'est que je rendrais quasiment obligatoire l'évaluation de chaque structure, de chaque professionnel de santé. C'est pas normal que des gens qui payent une grosse partie de leur salaire pour leur santé ne sachent pas finalement si les soins qu'ils ont reçus sont de bonne ou de mauvaise qualité. C'est pas normal que ce soit une boîte noire en fait. Je comprends pas en fait que la Sécu prélève autant d'argent à tous les travailleurs français et le retour il est nul, quoi. C'est-à-dire, moi, par exemple, je paye tous les mois énormément, des sommes importantes à la Sécu. Je vais avoir besoin du système de santé de façon épisodique. Je vais être furieux de ce que j'ai eu. Normalement, je dois pouvoir me plaindre à quelqu'un. Et tu peux rien faire. Je peux rien faire. Je peux me plaindre à l'hôpital. Je veux dire, l'hôpital, c'est même pas de sa faute. Je devrais pouvoir aller voir la Sécu et dire, attendez, moi, je vous donne tout cet argent par mois et tout ce que vous êtes prêt à me donner, c'est ça. Attendez, moi, je veux changer. Je veux plus travailler avec vous. Je veux travailler avec un assureur qui m'assure que quand je vais avoir besoin de lui, il me donne quelque chose de qualité, qu'il a un réseau de soins où il est un minimum de standards. Mais comme la Sécu, c'est le seul acteur et qu'elle prend tout le monde et qu'elle veut acheter du volume à bas coût, du coup, ça ne me va pas. Donc voilà, je m'assurerai que, déjà, multi-acteurs en termes de payeurs, et puis je m'assurerai que si jamais les gens ne sont pas contents, ils puissent se plaindre et que la Sécu ait moyen de faire quelque chose. T'as un parti pris clair. On peut être d'accord ou ne pas être d'accord. En tout cas, c'est intéressant la manière dont tu le présentes et les arguments que tu mets en avant. Merci de m'avoir invité et de poser de très très bonnes questions. Je crois qu'on a couvert une bonne partie du spectre des sujets que je pense majeurs aujourd'hui. On a parlé de pas mal de choses. J'aurais voulu te poser encore d'autres questions, mais bon, je voulais pas faire un format trop long. Je voulais notamment aborder le projet de loi de finances des dernières semaines avec la grève des médecins libéraux, mais bon, disons que c'était un sujet parallèle et peut-être qu'on l'abordera une autre fois. Ouais. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis, bonne continuation dans tes futurs projets. Merci. À bientôt. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé ou écouté cet épisode jusqu'à la fin avec Martin Blachier, qui est un épidémiologiste, donc comme vous avez pu vous en rendre compte, chevronné et qui connaît très bien le système de santé. On peut être d'accord, ne pas être d'accord. En tout cas, son avis est très intéressant pour se faire une idée de l'état actuel de notre système en France. Je vous remercie beaucoup d'être de plus en plus nombreux. Si vous découvrez le podcast, vous pouvez vous abonner sur YouTube ou sur les plateformes audio. Vous pouvez mettre une bonne note, ça m'aide beaucoup à mettre en avant le podcast pour avoir des invités toujours plus intéressants comme Martin Blachier. Et je vous dis à très bientôt dans le Néphro Social Club.